Alors, il n'aura échappé à personne qu'un nouveau système d'unité a été adopté à Versailles en novembre dernier, et sous la présidence de Sébastien. Et ce que je voudrais faire dans cet exposé, c'est vous montrer la cohérence de ce nouveau système, vous montrer qu'il existe une structure logique, et que même c'est le meilleur système dont on aurait pu rêver dans l'état actuel de la technologie en métrologie. Ce système, on va le voir, est fondé sur une géométrie qui tire le profit de la relativité générale, et même des versions étendues, et puis de deux concepts clés que sont l'action et l'entropie, qui sont à la base de la mécanique quantique statistique. Donc, le nouveau système, on en a entendu parler, se caractérise par le fait que chaque unité est associée à une constante fondamentale, et c'est cette constante fondamentale qui sera fixée et qui fixera l'unité. Alors c'est un processus qui est enclenché depuis beaucoup d'années et qui vient donc de trouver son aboutissement. Bon, alors je vais rapidement faire le tour. Le mètre était depuis très longtemps défini par cet étalon de Platini-Ridier, puis il a été défini par la longueur d'onde d'un rayonnement des lampes à krypton, et puis je crois que c'était en 1983, on avait appris à servir les lasers en fréquence, et donc on savait mesurer à la fois leur fréquence et leur longueur d'onde, et ça a permis de fixer la vitesse de la lumière. Bon, je vais y revenir, donc c'est la première constante qui a été fixée. Le kilogramme, on en a parlé, bon, qui était défini jusqu'à tout récemment par ce morceau de Platini-Ridier, pavillon de Breteuil, va être défini, je vais essayer de vous expliquer ce que ça veut dire, par la constante de Planck. La seconde, qui était un temps défini par la rotation de la Terre, puis on s'est aperçu que la Terre tournait pas rond. Donc on a été chercher les atomes, et en particulier l'horloge atomique à césium, qui a permis de redéfinir le temps. Je vous en montre une version récente, là, qui est à l'Observatoire de Paris, qui est l'horloge en fontaine. Fréquence du césium, une transition hyperfine du césium. L'ampère était défini grâce à l'électrodianomètre qu'on va représenter ici. On avait fixé la perméabilité du vide mu0, donc aussi epsilon 0, permittivité du vide. On va voir qu'on a décidé de passer à la charge élémentaire de l'électron. La mole, c'était le nombre d'entités égal au nombre d'atomes dans 12 grammes de carbone, ce qui plaisait bien aux chimistes, mais là on a décidé de fixer ce nombre, c'est le nombre d'Avogadro, donc c'est plus qu'un nombre, comme une douzaine. Bon, je ne reparlerai pas davantage d'ailleurs. Le Kelvin, unité de température, était défini par le point triple de l'eau, et on va voir qu'il a été redéfini à partir de la constante de Boltzmann, l'entropie, et l'intensité lumineuse est définie aujourd'hui par la constante d'efficacité en lumen par watt. Là aussi, c'est une unité à moitié physiologique, à moitié dérivée. Je n'en reparlerai pas. Donc il y a deux unités qui, à mon avis, ne méritent pas d'être dans ce système, la candela et la mole, et c'est les 5 unités qui restent qui vont nous intéresser. Alors, qu'est-ce qui a justifié cette révolution ? Eh bien, c'est l'émergence d'une métrologie quantique. Toutes les quantités de base de la métrologie, la longueur, le temps, la masse, la quantité électrique, même la température, peuvent être mesurées par des interféromètres optiques ou plus récemment à ondes de matière. Donc l'interférométrie optique a permis depuis très longtemps de faire des mesures de longueur, en particulier grâce à l'interféromètre de Michelson. Mais aujourd'hui, vous pouvez acheter bon, bien sûr, il ne va pas marcher, un petit laser comme ça, voilà, et qui va vous donner la hauteur du plafond, 6,52 m.
Bon, donc c'est une illustration directe du fait que les longueurs ne se mesurent plus autrement que par la lumière. Bon, comme très bel exemple aussi, je cite la détection des ondes gravitationnelles il n'y a pas si longtemps par un interféromètre de Michelson. Bon, l'interférométrie atomique permet depuis longtemps de fabriquer des horloges atomiques. Alors, c'est Sébastien Bies qui nous détaillera un petit peu toute l'histoire de l'unité de temps et des horloges atomiques et de l'avenir. Les interféromètres atomiques permettent aussi de mesurer des champs inertiels comme le champ de gravité et les champs de gravitation, les gradients de gravité, les rotations par l'effet Sagnac. On peut mesurer les températures en regardant l'effet Doppler. Surtout, on peut mesurer ce qu'on appelle le déplacement de recul qui va associer directement la masse d'un atome et la constante de Planck. Et c'est Pierre Cladet qui nous détaillera comment on fait ces mesures aujourd'hui. C'est ça qui a vraiment permis d'associer la masse avec la constante de Planck. Dans les interféromètres à ondes de matière, je n'oublie pas toute la métrologie électrique quantique avec Josephson et les applications à la balance du Watt et à d'autres effets. Et là, c'est Wilfried Poirier qui nous détaillera tout ça. Donc, Sébastien Bies, j'ai oublié personne, Pierre Cladet et Wilfried Poirier. Bon, alors, de sorte que toute la métrologie fondamentale va avoir affaire essentiellement à des mesures de phase, c'est-à-dire des nombres. Toutes les quantités mesurées vont entrer dans ces phases à travers des propriétés géométriques d'un espace à 5 dimensions. N'ayez pas peur, ça combine simplement l'espace-temps habituel à 4 dimensions et l'espace interne des objets. Alors, voilà le choix de constantes fondamentales que nous offrent tous les recoins de la physique. Bon, alors il y a celles qui seront associées à cette géométrie dont je parle. Alors la physique atomique va nous fournir l'unité de temps. La relativité va nous fournir l'unité de longueur via la vitesse de la lumière. La relativité générale va nous montrer comment il faut tenir compte de la gravitation. L'électrodynamique va nous fournir deux constantes qui vont aussi entrer dans la géométrie, la charge de l'électron ou la permittivité du vide. Et puis à côté de ça, on a les deux grandeurs clés dont je vous ai parlé, que sont l'action, avec le quantum d'action, la constante de Planck, qui entre dans la phase, et la constante de Boltzmann, qui va permettre de décrire l'entropie. Alors, je vais maintenant entrer dans le vif du sujet en commençant par l'unité de temps, et je voudrais faire une distinction extrêmement forte, connue de tous les métrologistes, entre deux types de temps, le temps coordonné et le temps propre des objets. L'unité de temps, la seconde, c'est une unité de temps propre. Le temps coordonné va être accordé ensuite à ce temps propre. Alors, si je remonte assez loin dans le temps, je trouve la plus belle définition du temps sous la plume d'Aristote, qui nous disait le temps est le nombre, et je traduirai aujourd'hui nombre par mesure, et la mesure du mouvement. Alors si je veux mettre ça sous forme d'équation, je m'adresse à Pythagore, et je dis que finalement le temps est la somme de deux termes, ou plus il y a plusieurs coordonnées, les termes liés au mouvement des objets, le carré des distances parcourues, ça c'est le mouvement externe des objets, et puis un terme qui traduit le fait que même si un objet est au repos, eh bien à l'intérieur ça bouge, les atomes bougent, le temps s'écoule et on a un temps propre. Donc voilà la distinction très, très forte, très importante, moyennant quoi on a cette égalité entre carrés, le théorème de Pythagore. Alors, pour un atome au repos, eh bien, il n'y a pas de dx, donc dt, le temps coordonné, est égal au temps propre. C'est comme ça qu'on va définir le temps coordonné à partir du temps propre. Au contraire,
si je vais chercher un objet, enfin c'est pas un objet, si je vais chercher la lumière, il n'y a pas de vie interne à la lumière, il n'y a pas de masse, il n'y a pas de temps propre, et donc c'est directement le temps coordonné est donné par la distance parcourue par la lumière. Bon, et entre les deux, on introduit notre première constante fondamentale, la vitesse de la lumière. Et bon, bien sûr, ça permet de définir, on l'a vu, les longueurs à partir du temps coordonné, qui lui-même est défini par le temps propre. Et à chaque fois, on a fixé une constante C qui est la même pour temps propre et temps coordonné. Bon, alors on peut mettre ça sous forme géométrique, qui est peut-être plus facile à comprendre. À l'espace-temps ordinaire, t et x, je vais ajouter un axe supplémentaire qui va être le temps propre, sur lequel je vais pouvoir décrire la vie interne des objets, des atomes, etc. Et à chaque fois, je vais multiplier le temps et le temps propre par c pour avoir un cône unité, si vous voulez dire, un cône à 45 degrés. Alors la lumière, elle n'a pas le droit de se promener dans l'espace des temps propres parce qu'elle n'a pas de vie interne. Elle est dans l'espace-temps habituel et elle se promène à la vitesse c. Par contre, un atome... Alors, ça se traduit par l'égalité que j'ai écrite tout à l'heure, c'est-à-dire que c dt égale dx. Par contre, l'atome, lui, il a une vie interne, il a un temps propre, et même s'il est au repos, ce temps propre est égal à la projection sur l'axe vertical, le temps coordonné, et il n'y a pas de mouvement externe. Par contre, s'il bouge, on aura une projection de vitesse sur l'espace-temps, et la conséquence, c'est que le temps propre va être plus faible que le temps coordonné, et si l'atome va très 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 vite, eh bien, le temps propre va tendre vers zéro, et ça nous explique... Alors, bien sûr, voici l'égalité que j'ai reprise ici. Ça nous explique que ce qu'on appelle le paradoxe des jumeaux de Langevin, c'est-à-dire que des jumeaux qui partent du même point de départ, s'il y en a un qui va se promener avec une vitesse assez grande, ben son temps propre est beaucoup plus faible que pour le jumeau, et quand il se retrouve, il y en a un qui est beaucoup plus vieux que l'autre. Bon. Alors, tout ceci, ça peut aussi se mettre sous une forme algébrique simple, mais assez repoussante pour beaucoup de gens, qui est une somme. On a une somme de carrés qui est nulle, là, finalement, et cette somme de carrés, on la retrouve ici, et on a introduit ici un objet qu'on appelle le tenseur métrique, qui est tout simple ici, c'est plus 1, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1. Donc, alors, pourquoi on introduit un objet comme ça? Ben, c'est parce qu'il contient toute l'information, toutes les propriétés géométriques de l'espace, de notre espace à 5 dimensions. Les coordonnées de temps, coordonnées, et l'espace et le temps propre. Et il permet d'introduire deux composants essentiels en métrologie, le champ de gravitation, avec ses composantes G00 qui sont la gravitation normale, G0i la rotation, GIJ les ondes de gravitation, et l'électromagnétisme à travers le potentiel vecteur AMU. Alors, regardez pas, c'est affreux, je ne montre qu'une fois. Le tenseur métrique, dans ce cas-là, il comporte des composantes spatiales et spatio-temporelles qui sont le G mu, tenseur métrique de la gravitation habituelle, et puis une partie qui connecte les dimensions d'espace à la dimension interne de l'objet, qui est liée à l'interaction électromagnétique. Si l'objet a une charge, ça peut s'étendre à un dipôle, etc., une charge E, eh bien, on va mélanger espace interne et espace externe. Et c'est pour ça que la charge élémentaire intervient directement dans la géométrie qui définit le système d'unité. Alors, ce tenseur métrique, sur lequel je ne reviendrai pas, permet de tout calculer. L'équation du mouvement, les trajectoires, les chemins optiques et les déphasages de toute nature. Bon, alors, qu'est-ce qu'on met dans... J'ai planté le décor. Qu'est-ce qu'on met dans ce décor? On met un contenu. Ce contenu, c'est évidemment la matière, et sous forme d'ondes de matière. J'ai dit que tout était onde maintenant.
Bon, alors, le premier à avoir introduit ce concept d'onde de matière, c'est un secrétaire perpétuel de l'Académie il y a pas mal d'années, Louis de Broglie, qui a dit à toute masse, j'associe une onde de fréquence donnée simplement par h nu égale mc2. Et alors cette fréquence, nu0, mc2 sur h, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la fréquence de De Broglie-Compton. Bon, de sorte que dans l'onde qui représente toute masse, toute matière, il y aura ce qu'on appelle un facteur de phase sans dimension qui est donné par mc2 fois le temps propre divisé par la constante de Planck. Et cette quantité qu'on a au numérateur, la mc2 tau, c'est ce qu'en physique on appelle l'action. De sorte dont, ce qu'il faut retenir, voilà, le facteur de phase donné par l'action divisé par la constante de Planck. Donc c'est ça qui explique le rôle fondamental que va jouer la constante de Planck vis-à-vis de la redéfinition de l'unité de masse. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que l'action? Parce que c'est vraiment un concept central maintenant. Alors, je vais entrer, pour essayer de vous expliquer, je vais entrer dans un domaine où je ne connais pas grand-chose. J'espère pas dire trop de bêtises. C'est le football. Bon, alors, le footballeur, là, il va communiquer une action au ballon, en faisant quoi? En lui communiquant d'abord, par son coup de pied, une impulsion, ce qu'on appelle en physique une quantité de mouvement. Quantité de mouvement, c'est la masse que multiplie la vitesse. Et puis le ballon, il va parcourir une certaine distance à la suite de ça. Et le produit de l'impulsion par la distance, c'est ce qu'on appelle l'action. Alors, ça peut être une bonne action si ça va dans les buts, une mauvaise action si ça va dehors, mais ça, c'est une question de point, ça dépend de quel côté on se place. Alors, donc, l'action réduite à 3 dimensions d'espace, c'est simplement la quantité de mouvement par la distance parcourue. Alors, on étend ça à 4 dimensions, quand on rajoute le temps propre, la dimension interne des objets, et à côté de l'impulsion PI, on aura une impulsion interne, MC, qui multiplie C des taux. Donc ça, c'est la généralisation de ça, et c'est ça qui va nous permettre de calculer, de tout calculer en métrologie. Alors, en particulier, ce terme, MC de taux, c'est celui qui fonctionne dans les horloges. Je voudrais vous l'expliquer rapidement. Si vous prenez une horloge atomique, l'atome n'a pas une seule masse, il a autant de masse que de niveau interne. Et bon, je considère simplement 2 niveaux pour définir une horloge. Bon, alors ce système, ici j'ai l'énergie qui fonctionne de l'impulsion, donc c'est des hyperboles, et l'atome est susceptible d'absorber de la lumière, et la fréquence de cette lumière est telle que h nu est égale à la différence des mc2. Bon, on dit que la fréquence de bord de la lumière, de la transition, est essentiellement la différence entre les fréquences de De Broglie-Compton, que je vous ai introduit tout à l'heure, qui sont ici, des 2 états. Mais vous voyez qu'il y a un décalage là. Ce n'est pas tout à fait exact, parce qu'il y a conservation de l'impulsion, et ceci conduit l'atome à reculer lorsqu'il absorbe la lumière. Il y a ce qu'on appelle un effet de recul, et l'énergie de recul fait également intervenir H sur M. Et c'est grâce à la mesure précise de l'énergie de recul dans les interféromètres atomiques que Pierre Cladet nous expliquera en calcul, qu'on détermine très précisément les masses, le rapport H sur M, pour la redéfinition de la masse. Voilà. Donc cette redéfinition va s'appuyer sur le fait qu'on va redéfinir dans un premier temps la valeur de la constante de Planck. Si on a adopté une transition atomique pour définir l'unité de temps, eh bien l'unité de masse est ipso facto fixée par la constante de Planck et cette définition. Vous voyez que les unités de temps et de masse sont liées entre elles par la constante de Planck. On aurait pu, si on avait eu une référence de masse extrêmement précise, on aurait pu commencer par définir l'unité de masse et on aurait découlé l'unité de temps. Donc masse et temps sont associés. Bon, alors je passe maintenant à l'autre grandeur clé, qui est l'entropie. Alors qu'est-ce que c'est que l'entropie? C'est une mesure du désordre. L'action, ça mesurait
un phénomène cohérent, ordonné. On a aussi besoin en métrologie de donner une mesure du désordre, en particulier celui qui est d'origine thermique, la thermalisation des objets qui conduit à une forme de désordre. Alors, comment est-ce qu'on quantifie ça? Eh bien, il suffit d'aller voir la tombe de Boltzmann, et en haut, gravé la définition de l'entropie, pardon. L'entropie, c'est le logarithme d'un certain nombre. Ce nombre, c'est le nombre total de réalisations possibles, de réalisations microscopiques d'un même état macroscopique. Et la connexion avec l'entropie se fait via une constante dite de Boltzmann, qu'on va fixer dans le nouveau système. À noter que Boltzmann n'avait pas introduit cette constante, c'est Planck qui l'introduira un peu plus tard. Alors, ce que je voudrais souligner, c'est la grande analogie qui existe entre action et entropie. L'une va entrer directement dans les phases, et l'autre va entrer dans les amplitudes. Bon, alors d'un côté, on a l'action avec son quantum h-bar qui est associé au temps, et de l'autre, on a l'entropie et son quantum qui est la constante de Boltzmann, et qui est associé à la température. Et on a une sorte de triangle qui relie masse, temps propre et température. Bon. Alors, du côté action, lorsqu'on multiplie la masse divisée par h-bar multiplié par le temps, on a les phases des horloges, ou le décalage de recul que j'ai présenté. Du côté entropie, on a une masse qui est divisée par la constante de Boltzmann fois la température, et on a les facteurs de Boltzmann et les facteurs liés tels que la largeur de Doppler. Bon. Là, on a la loi du corps noir qui relie les deux temps et température. Bon, voilà pour l'analogie. Alors, ce système est donc parfaitement logique. Je vous ai introduit la charge, l'unité de temps, la vitesse de la lumière, l'action, l'entropie. Donc ça va définir les 5 constantes sur lesquelles sont fondés le système. Alors, à noter que un système d'unité naturelle avait déjà été introduit par Planck en 1899. Et il avait, lui, choisi de fixer h-bar comme le système actuel, la constante de Boltzmann, la vitesse de la lumière, pareil, mais au lieu de choisir les deux constantes que j'ai ici, il avait choisi plutôt les constantes de la gravitation et la permittivité du vide. Bon, alors il est clair que ce système-là ne peut pas entrer en compétition avec un système dans lequel j'ai des horloges atomiques qui définissent une différence de masse et une différence de fréquence extrêmement précise. Donc, on est amené à remonter là. De la même façon, l'effet Josephson aujourd'hui est beaucoup plus précis que l'utilisation de epsilon 0. Donc, on retombe naturellement sur ce système-là et qui préserve la cohérence de l'espace à 5 dimensions que j'ai présenté. Et le passage d'un des systèmes à l'autre se fait très naturellement, très simplement, par deux constantes sans dimension. Le rapport de la charge de l'électron à la charge de Planck, qui est ici, qui est ce qu'on appelle la constante de structure fine, et puis l'équivalent du côté de la gravitation, la masse de l'électron sur la masse de Planck. Bon, et ensuite, la masse de l'électron est simplement reliée à la différence de masse atomique qui donne l'unité de temps. Bon. Donc, le passage d'un système à l'autre est tout à fait simple. Bon, alors, la question qu'on peut se poser avec ce système de Planck, c'est à quelle géométrie il se rapportait. On a vu que le système actuel, il va se rapporter à une géométrie à 5 dimensions. Eh bien, de la même façon, le système de Planck, il se rapportait au système introduit par Kaluza en 1921, qui avait étendu la relativité générale à l'électromagnétisme et introduit un espace à 5 dimensions. Bon, je m'arrête là, c'est l'avant-dernier transparent. Bon, donc le système de Planck, on ne peut pas l'utiliser. Le tenseur métrique, mais j'ai dit que je n'en montrerai plus, se trouve ici, mais il y a une correspondance simple entre les deux systèmes.
Donc, je conclus. Donc, on a un cadre logique cohérent pour la redéfinition du SI et pour toute la métrologie, qui est fournie donc par le lien entre cette géométrie à 5 dimensions et son tenseur métrique et l'interférométrie des ondes de matière. Et cette perspective incorpore toutes les constantes fondamentales qui sont pertinentes dans un schéma que je trouve logique. La constante de Planck, la constante de Boltzmann, la vitesse de la lumière, la différence de fréquence et donc de masse entre les niveaux atomiques qui définissent l'unité de temps et la charge d'électrons. L'action et l'entropie sont les pierres angulaires de ce système international et elles devraient d'ailleurs entrer explicitement dans cette formulation. On a vu que les définitions d'unité de temps et de masse sont couplées, d'ailleurs de même que celles de température et de masse, et ce système constitue le meilleur compromis qu'on pouvait adopter dans l'état actuel de notre savoir-faire métrologique. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup, Christian. Donc, on va peut-être avoir une question, parce qu'il faut qu'on rattrape un tout petit peu. On donne 5 minutes. Une ou deux questions, allez. Qui veut commencer? Il y a dans la salle beaucoup de personnalités éminentes qui peuvent intervenir. Est-ce que quelqu'un veut... Voilà, ça va régler le problème. Alors, Pierre Léna. Bon, je ne suis pas éminent du tout, hein. Mais je pose quand même ma question, Christian. Dans le système de Planck, il semble qu'il y avait la constante de Newton, et dans le système actuel, elle est absente. Absolument. Est-ce que ça pose un problème quelque part? Non, non, comme j'ai montré... Dans le micro, parle dans le micro. On passe d'un système à l'autre sans difficulté, avec cette constante sans dimension de structure fine pour la gravitation. Peut-être qu'un jour, on trouvera un phénomène quantique qui permettra de mesurer grand G avec suffisamment d'exactitude pour balayer les horloges atomiques. Ça sera le prix Nobel à coup sûr, ça. Hein. Terry Quinn et puis ensuite Édouard Breza. Sur le... Terry Quinn a été directeur du BIPM pendant 16 ans. Ah, voilà. En ce qui concerne la constante de gravitation, je suis tout à fait d'accord, mais j'ai passé 20 années de ma vie, on essaie de le mesurer, avec une incertitude qui frôle quelques 10-4. Pour moi, après avoir redéfini l'essai comme nous avons fait, le grand challenge maintenant, c'est trouver un jeune homme ou jeune fille qui peut mesurer grand J à 10-9. Édouard Breza. Juste une question de curiosité. Alors maintenant, la masse de platine irradiée n'a plus une masse d'1 kilo, mais c'est 1 kilo à combien près? On l'a suivi depuis longtemps, hein, en le comparant à ces jumeaux. Et on sait qu'elle dérive de dizaines de microgrammes au cours des siècles. Hein. Elle a dérivé de dizaines de microgrammes. Donc elle va continuer à dériver, il n'y a pas d'histoire. Donc, il y a des gens qui ont passé leur vie. Je signale qu'on a un prototype du kilogramme ici à l'Académie, qui a d'ailleurs servi aux dernières intercomparaisons, et de même qu'un prototype du mètre. Dans un coffre. À l'abri des tentations. Très bien.